Alors revenons-en au film. Donc César met en place un système de contrebande. Donc les singes lui apportent des outils ou des objets qui peuvent servir d'armes, ou même des commandes de leur maître humain pour que César les trafique. Donc c'est ainsi qu'une commande pour de la viande devient une commande pour une douzaine de steaks et 2 bidons de kérosène. Et donc la scène qui suit, on voit l'incendie volontaire d'un restaurant. Donc là on revoit Lou Wagner, donc la deuxième scène où il apparaît dans le film. Et voilà, hop, c'est fini pour toi Lou Wagner, une journée de tournage, on n'en parle plus. Et d'ailleurs, au cours de ces séquences, il y a de nouveau une petite respiration comique, comme tu l'avais dit avant. Hein, donc ouais, il y a un singe qui apporte une sorte de petit écumoire ou de petit ami, comme ceux qu'on utilise pour faire du thé, par exemple. Là où les autres apportent des hachoirs, des serpettes. C'est ça. Mais pareil, encore une fois, je trouve que là, c'est une petite respiration, mais note bien l'attitude de César. En fait, il pourrait l'envoyer balader, mais non, il fait semblant de considérer l'objet comme si c'était quelque chose de très important avant de le bazarder. Il faut la prouver à la fin, oui. Ouais, mais... du coup, je trouve ça intelligent parce que ça, là, on est quand même dans quelque chose de quand même d'assez lourd. Je me dis aussi que peut-être le public blanc de l'époque qui a vu ça peut peut-être être un peu parce que on l'a pas encore dit, mais c'est un film qui a été accueilli par la population afro-américaine très favorablement parce qu'ils ont tout de suite compris le parallèle. Tu m'étonnes. Et donc je pense aussi que peut-être que la prod redoutait que le public d'origine européenne soit un petit peu contrarié. Et donc rajouter des trucs un peu rigolos, c'est voilà, ça rend le truc peut-être un peu moins inquiétant. Ouais, ça permet, oui. Et encore une fois, ça montre l'intelligence de César et la bienveillance avec laquelle il considère les autres singes. Voilà, s'il lui avait dit non, il serait comporté comme les maîtres humains finalement. Oui, tout à fait. Donc c'est très malin quoi. C'est donc vrai. ouais. Comme on l'a dit, tout ça va aller, ça va vraiment être l'escalade. Donc en plus de couteaux et d'outils, bientôt ça va être des armes à feu, des chalumeaux, tout ça sous le regard quand même inquiet et désapprobateur de Lisa, qui va être réutilisé quand même à la fin. Enfin à la fin version théâtre. C'est ça, ouais. Et voilà. Comment dire, ce que j'avais noté aussi, c'est que vraiment alors pour filer justement le parallèle par rapport à la guerre du Vietnam, en plus du parallèle qu'on peut faire avec les Afro-Américains, c'est aussi par rapport à la guerre du Vietnam. Je trouvais qu'il y avait un parallèle très fort avec cette espèce de guerre industrielle que menaient les États-Unis sur le territoire du Vietnam, avec une force de frappe considérable. Il y a eu plus de bombes qui ont été lâchées sur le seul territoire du Vietnam qu'il y en a eu sur le Japon et sur l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est, je crois que c'est 3000 tonnes de bombes par jour. C'est quelque chose c'est effarant. Ça dépasse l'entendement, quoi. Et donc, une guerre industrielle contre une guerre presque artisanale, tu sais, avec des Vietnamiens qui luttaient pour leur liberté, les Vietnamiens du Nord, qui luttaient pour leur liberté, pour leur indépendance, et qui se cachaient, qui étaient sur des souterrains. Exactement. C'est vrai que là, c'est beaucoup dans des souterrains. Voilà. J'avais pas fait. Puis il y a aussi un autre truc très important. Il y a des gens qui disent que c'est le malaria, que c'est la malaria qui a vaincu l'armée US plus que les Vietnamiens, ce qui est pas impossible. Mais il y a aussi, ils ont fait une énorme erreur tactique. Le truc à ne jamais faire dans un conflit, ils ont sous-estimé l'adversaire. Oui, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Conquest. Oui, bien sûr. Les humains ne prennent jamais les singes au sérieux. En tout cas, quand ils les prennent au sérieux, c'est trop tard. Oui, tout à fait. Mais on va avoir l'occasion de le développer. Mais donc voilà. Donc pendant tout ce temps-là, donc le gouverneur va prendre connaissance des nombreux actes de rébellion et donc il décide de faire envoyer au reconditionnement les singes qui figuraient sur la liste qu'il avait évoquée plus tôt. Donc là on comprend en fait c'est les singes qui étaient fichés S quoi. Et McDonald lui il désapprouve l'opération. Lui il dit que ça va faire qu'empirer les choses. Mais bon le gouverneur il le cantonne à une seule mission, retrouver le singe qui parle. Et voilà il ignore encore que c'est son singe. Et donc c'est à ce moment-là que enfin il y a quelqu'un qui réfléchit, qui se dit au fait un chimpanzé qui arrive dans une cargaison venue de Bornéo, c'est peut-être pas trop possible. Et donc voilà, bon là c'est peut-être petite faille je trouve scénaristique parce que effectivement ça au niveau de l'enquête ça va un peu vite ouais. Non mais même aussi, cela dit, même dès le départ, quand ils ont ouvert la cage qui vient de Bornéo, il y a 3 orang-outans qui sortent un chimpanzé. En plus, tu vois,
bon, bref, c'est pas très grave, il fallait bien, Ouais. voilà, il fallait bien trouver un moyen de faire arriver César et trouver un moyen aussi pour qu'il le trouve. Et donc voilà, la petite erreur. Donc César est grillé et c'est là où on comprend que c'est le chimpanzé qui a été vendu au gouverneur Break. Donc là Break il en avale un peu sa trompette. Hein. Mais bon, ensuite il donne l'ordre de le faire exécuter après l'avoir fait parler parce que voilà, Kolp en zélé fonctionnaire. Il y a aussi une scène d'échange qui est assez chouette entre César et McDonald aussi. Ah bah celle dont on parlait avant quoi. Ouais, c'est ça, où il est dans le tunnel, il l'emmène dans le tunnel et il lui parle et avec en plus alors en VO c'est formidable parce que on a la voix très très douce, très nuancée de Roddy McDowall et il lui dit presque dans un soupir voilà, c'est quand McDonald lui dit s'il y avait un moyen de communiquer et Cornelius César lui répond mais je vous comprends, quelque chose comme ça, je sais plus exactement ce qu'il lui dit mais ouais, enfin ça marche super bien quoi, ça marche très bien. I wish there was some way we could communicate so you'd understand that I understand, Mr. MacDonald. Donc Break ordonne que l'on retrouve et qu'on exécute César, et puis il y a cette petite ordure de Kolp qui, en bon zélé fonctionnaire, ajoute qu'il faudrait, suggère qu'il faudrait le faire parler. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'alerte rouge? En quelque sorte. On vient de me communiquer une erreur bien surprenante de la part de l'ordinateur recensement. La cargaison 5O7I d'Indonésie comprenait 3 orang-outans et un chimpanzé. Et alors? Il n'y a pas de chimpanzé à Bornéo. Oui, monsieur, un moment, s'il vous plaît. Le chef de la sécurité, l'inspecteur Cobb, sur la ligne 3. Oui, inspecteur? Non, madame Craig, nous n'avons Donnez-moi pas tout de encore suite le reçu fichier des arrivages de Bornéo. Oui, madame, nous ferons une annonce publique. La cargaison dès que nous la mettrons en vente aux 5O7I enchères. ex-Bornéo. Je vérifie, inspecteur. Voyons la cargaison 5O7I ex-Bornéo. Oui, inspecteur, ce chimpanzé a été vendu au gouverneur Breck. Ça alors, juste celui que j'avais soupçonné. Nous l'avons eu sous notre nez, c'est incroyable. Il y a un point de détail à régler, je voudrais pouvoir le faire exécuter immédiatement et j'ai besoin pour cela d'un ordre de vous. Vous l'aurez par écrit, Kolp. Merci, monsieur. Passez-moi monsieur McDonald au poste de commande, je vous prie. Supposons qu'il puisse parler mais qu'il ne veuille pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur le gouverneur, l'inspecteur veut dire qu'il subsisterait toujours un doute. Si le chimpanzé refusait de parler, le dossier resterait ouvert. Or, nous aimerions le fermer au plus vite. Ça ira très vite. Je vous en fais la promesse. Une petite transition s'impose, on va faire une petite ellipse, on va parler directement de la scène de torture. Alors, j'avais un temps envisagé en guise de transition de vous mettre un extrait de la bande sonore, donc de ce passage de torture, mais je me suis dit que si vous écoutez au casque, entendre César crier pendant qu'on l'électrocute, que ça allait peut-être pas forcément être très très agréable. Alors je vais peut-être juste vous mettre le passage où il dit pitié, puis je vais vous le mettre en VO, parce que tout ce passage-là, la VF est quand même pas exceptionnelle. Et maintenant, je vais laisser la parole à Master Fred qui a des choses intéressantes à dire à ce sujet. Ce qui est très chouette, c'est la phrase aussi que dit César, parce que il dit ayez pitié, hein, c'est ça, on est d'accord, c'est la seule phrase qu'il va dire sur le. C'est vrai, oui, il dit pitié, exact. Et donc la pitié, si c'est pas un des caractères que l'humain peut avoir et ce dont ils sont plus capables finalement, parce qu'ils finissent par tuer César, quoi. Donc on sent bien que la bascule est faite entre des hommes qui sont plus tout à fait humains et de toutes les façons il y a aussi cette métaphore là, hein, dans tout le long du film, puisque tu rappelais tout à l'heure le cri que César pousse sur la place du marché, enfin sur la place lorsque qu'est-ce qu'il dit, il leur dit que c'est des Salopards d'humains pourris! Qui a dit ça? C'est moi qui ai dit ça. Pendant l'interrogatoire, Armando lui dit qu'il a dit Inhumain, salopard d'inhumain pourri. Voilà, donc, enfin, voilà, on a affaire à des humains qui sont plus tout à fait humains et qui sont plus capables de compassion. Et je trouvais que c'était vraiment bien foutu aussi que ce soit seulement cette phrase-là, quoi, ces deux mots, ayez pitié. Ouais. Mais en plus, le caractère dystopique va être, parce qu'on en a parlé un peu. Peut-être qu'on va évoquer un peu le caractère dystopique du film maintenant, parce que en fait, quand César est arrêté sur le point d'être torturé par Kolp, donc sous les yeux du gouverneur et de McDonald, McDonald d'abord ment en demandant. Je ne vois toujours pas pourquoi il s'est enfui.
C'est très simple, monsieur McDonald. Il est pourvu d'une intelligence. Il a su que son ami Armando était mort, et il a craint qu'il ne l'ait trahi sous la torture. Mais nous ne torturons pas les êtres humains. Et là, je trouve que le silence du gouverneur est vraiment éloquent. Et donc ouais, bon, cette torture, on va peut-être pas revenir sur tout sur toute la torture, mais pour revenir sur le côté dystopique, il y a quand même plein de plans dans le film, donc on l'a dit, appuyé sur les matraques, les bottes, les costumes en mode Gestapo, donc tout ça on l'a dit, et je trouve que là, dans ce film finalement, quelque part, on est plus proche de 1984 de George Orwell que du roman de Pierre Boulle. Oui. D'ailleurs, bon, je l'avais un peu évoqué, mais creusons un peu la piste. Quand je disais qu'au début du film, la localisation c'est North America, Amérique du Nord, pas États-Unis. Et alors, comme j'ai dit, on pourrait y voir la volonté d'établir le film quelque part dans le monde occidental, et le lieu précis n'ayant finalement plus vraiment d'importance. Mais ça laisse aussi penser que les États-Unis n'existent plus, ou en tout cas plus en tant que tels. Ouais. Et ce qui était le cas dans 1984 avec c'est les trois entités. Il y a Eurasia, il y a Océania, je sais plus, et puis. Ouais, j'ai plus en tête, mais c'est à ça aussi que ça m'a fait penser. C'est vrai. Ouais. Et j'ai également lu, alors, dans un bouquin qui s'appelle Bright Eyes Ape City, qui a été édité très récemment, il y a genre 6 mois, il y a un chapitre écrit par Jim Johnson, donc Jim Johnson, lui, il écrit pour Comic Book Resource, et donc il développe toute une théorie sur ce North America et sur le virus qui a tué les chiens et les chats. Bon, on a déjà été suffisamment long, mais ça, c'est un truc qui est super intéressant à lire, j'en reparlerai peut-être dans un autre épisode. Mais voilà, donc ouais, comme on l'a dit, hein, tout le monde est habillé dans des couleurs ternes et sombres, il y a les clopes qui sont plus nocives, enfin, on sent, voilà, ils vivent dans un monde complètement différent, et comme dans 84, mais ça on l'a un peu évoqué avant, certains mots sont vidés de leur sens. Par exemple, quand on dit ape management, ça décrit quand même assez mal ce qu'on fait endurer aux singes pour les rendre serviles. Ouais, une sorte de novlangue, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et tu dis en fait, c'est pas inenvisageable que la majorité de la population humaine ignore comment sont conditionnés les singes. Tu vois, bon, là peut-être que je surinterprète, mais après, qu'est-ce qu'on peut penser d'une population qui ignore ou qui feint d'ignorer la réalité parce qu'elle lui est favorable? Tu vois, je trouve que c'est illustré dans le film par la maîtresse de Lisa qui s'adresse à elle sans même lui accorder un regard. Ah, c'est un objet, ouais, c'est clairement un objet, Lisa, là, dans cette scène-là, oui. Mais tu vois, mais quelque part, peut-être aussi on peut, encore une fois, peut-être que je suis dans la surinterprétation, mais je l'assume complètement. Tu vois, ouais, comme j'ose pas te regarder, parce que tu sais, tu me renvoies à une image dégueulasse de moi-même. Alors pas parce que va dire le gouverneur Breck plus tard dans le film, quand il dit que le singe renvoie aux hommes leur image. C'est la part sombre, ouais. Voilà. Mais là, c'est le côté aussi, le côté, ce qu'on vous fait subir, c'est notre part dégueulasse, la part dégueulasse de nous-mêmes. Ouais. Bon, encore une fois, peut-être que je surinterprète, mais moi je le revendique. Non, mais ça peut marcher, moi ça me plaît bien, ça va. mais cet aspect, alors il y a aussi le fait d'avoir lu la novélisation m'aide aussi là-dedans, parce qu'en fait l'aspect dystopique il est quand même plus développé dans la version livre. César en fait c'est expliqué qu'il ressent que la décontraction des humains, mais en fait elle est qu'apparente. Il comprend qu'ils sont habités par la peur, notamment la peur des singes qui leur sont supérieurs physiquement. Et donc voilà, ça peut aussi un peu rappeler Get Out, qui est sorti il y a pas très longtemps. Bon, voilà, tant qu'on y est, parce qu'on a parlé de Blade Runner, de Blade Runner dans les androïdes reptiles de moutons électriques. Dans le roman, on comprend que la plupart des animaux sont morts, qu'il y a plus beaucoup d'humains sur Terre. Alors l'aspect écologique qui était déjà effleuré dans Escape est également un peu exploré dans la version novélisée du film. On apprend que l'air de la ville n'est respirable que grâce à une usine qui purifie l'atmosphère. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, peut-être qu'en fait, il y a peut-être pas trop moyen de sortir de la ville. Okay. Et là, il y a un peu de soleil vert aussi là-dedans, alors peut-être. Ouais, et puis il y a aussi un truc, certainement pour des raisons budgétaires, il y a pas de véhicule dans la ville. Oui. Mais ça, pareil, c'est souligné dans le bouquin, dans la novélisation. Et tu vois, genre les gens sont peut-être pas vraiment libres de leur déplacement, quoi. Et un dernier truc, on peut peut-être faire aussi un parallèle avec Westworld. Westworld qui sort 1 an après Conquest. Je parle du film, pas de la série. Et là, parce que là, comme je dis, les humains ne portent que très peu d'attention aux singes. Ils leur donnent des ordres simples. C'est Monde Ouest en français. Monde Ouest en français, ouais. J'étais en train de chercher parce que
Westworld, moi j'ai toujours connu le film sous le titre Monde Ouest, et c'est seulement là depuis que la série est sortie que je connais le titre en VO. Excuse-moi, je te laisse poursuivre, pardon. Non, t'as bien. Et donc oui, puis bon, quand on a parlé du reconditionnement, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est le reconditionnement. Moi, ça me fait penser, c'est un peu aussi, c'est des cafetières, quoi. Ils emmènent au SAV. Oh, ma cafetière ne fonctionne plus, j'envoie au SAV. Bah, là, sauf que là, c'est un être vivant, quoi, un être sensible. Donc ouais, ça rappelle aussi. Bon, j'ai parlé de Dune. Oui, d'ailleurs, je viens de repenser. Je crois que j'ai tout à l'heure, je dis que Watts c'était en 64, c'était en 65, et je crois que j'ai aussi dit que Dune c'était 64, c'est 65 Dune. Enfin bref, ça passe pas très important, mais là, ça vient de me frapper comme ça. Et bon, voilà. Bon, voilà pour le côté dystopique. Donc revenons-en donc à cette scène de torture. Donc César est torturé par l'électricité. Donc comme tu as dit, il finit par demander pitié. Alors encore une fois, dans la novélisation, on comprend que cette supplique s'adresse en fait à McDonald. Je trouve que c'est pas évident dans le film. Mais dans le bouquin, en gros, on comprend qu'en fait, il dit pitié, mais pitié à McDonald, en gros, mais ça veut dire fais quelque chose, quoi. Ah, ok. Ce qui fait qu'après McDonald va agir. D'accord, ok, ouais. Voilà, donc ouais, et Break veut l'entendre parler. J'avais jamais interprété comme ça, en fait, ouais, mais moi non plus, mais tu le comprends que quand tu lis le bouquin. Okay. En plus, il y a aussi un truc qui est intéressant dans le roman et dans la version comics. Il y a une ligne de dialogue qui a disparu du film. En fait, Break veut savoir si César est capable de pensée abstraite. Tu vois, ça va encore plus loin. Tu vois, okay. C'est pas donc voilà, et donc Culp, cette petite ordure, donc c'est lui donc qui suggère de le persuader encore par la torture. Mais là Break refuse quand même. Break refuse, et cette phrase je la trouve incroyable. Il dit que là c'est pas vraiment de la compassion, mais il dit que ce singe n'est pas responsable de ce qu'il est. J'ai l'impression, en le voyant ainsi, de regarder un bacille mortel qu'on aurait pu enfin mettre dans un bocal. C'est violent comme phrase. Ouais, carrément, même, tu m'étonnes. Ceci dit, c'est peut-être une phrase que dénigreraient pas certains suprémacistes américains, comme on peut en voir en ce moment. Bah c'est ça en fait qui est flippant, c'est que c'est encore plus flippant de se dire ça. Ouais, c'est d'une tristesse de se dire mais que ce film est encore d'actualité. Ouais, absolument, c'est vrai. C'est désolant. Comme quoi les temps changent, mais peut-être que l'homme reste le même finalement. Mais donc ouais, voilà, donc Culp veut faire détruire César, donc le fonctionnaire qui jusque-là envoyait chacun des chocs électriques répond qu'un vétérinaire va lui faire une injection létale, mais Culp, là, on va vraiment prouver que c'est vraiment une raclure de bidé. Voilà, il décide, non, on n'a qu'à plutôt lui infliger une décharge mortelle. Et donc César, qui comprend qu'en fait, entre-temps, McDonald a été coupé le courant au tableau de... Voilà, parce qu'il a fait sauter les plombs, quoi. Ouais. Et donc là, César, lui, a capté, donc il fait semblant. Et donc là, ouais, il parvient à s'échapper parce que tout le monde le croit mort. Et là, du coup... Bon, là, ça va... Moi, je trouve que là aussi, ça va un petit poil vite, je trouve, ouais. ça. Hein ouais, ça... Voilà, ça, c'est petite... C'est un peu un Deus Ex Machina, bon... Ouais, il y a quelques facilités scénaristiques qu'on a développées jusque-là, mais là, César, ouais, effectivement, est supérieurement intelligent, mais pour qu'il ait compris que McDonald... Alors peut-être qu'effectivement, ce que t'es en train d'expliquer par rapport à la novélisation et aussi aux comics, ça raccroche un peu les wagons, et ça fait que tout ça passe crème. Mais bon, le film fait 1h20, alors bon, tu te dis, s'ils avaient pris 5 minutes de plus pour tous ces petits points-là qui sont un peu gênants, on aurait frôlé la perfection. Parce que ouais, comme tu l'as dit, j'ai l'impression dans la version novélisation, ils essaient de rattraper des trucs qui... Ouais, les facilités du film, ouais. Ouais. Mais tu sais que ça m'a... Bon, War for the Planet of the Apes, tout le monde il a eu beaucoup de critiques positives. Moi, j'étais assez partagé quant au film, et la novélisation, je trouve, rattrape plein de trucs. D'accord. Et donc, là, c'est un point de vue vraiment très personnel. Hein. On a le droit de pas être d'accord avec moi, mais je trouve que ouais, lire le bouquin m'a permis de reconsidérer le film. Soit. On a déjà été très long. Revenons au film, parce que là, donc on attaque. Tout ce passage se termine. On est à peu près à 1 heure de métrage, et donc là il reste une petite demi-heure, et donc ce troisième, parce qu'on peut dire ouais que c'est divisé en 3 tiers, quoi. Ouais, ce dernier segment là, ça va être celui de la rébellion, celui de la révolte.
Voilà, c'est ici que va se conclure la deuxième partie de cet épisode, et le troisième et dernier tiers du film, eh bien on va en parler dans la troisième partie de l'épisode 12 de Cornelius Enzira consacré à la conquête de la planète des singes, et on parlera également d'autres thématiques qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer dans les deux premières parties. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les Spartiates.